Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Lancement officiel des épreuves de l'examen de diplôme d'études agricoles tropicales, session d'octobre 2023. Ils sont au total 1848 candidats inscrits pour le compte de cet examen au plan national. Les épreuves ont été officiellement lancées par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au lycée agricole Medji de Sékou à Alada qui accueille 349 candidats répartis dans 6 différentes spécialités. Nous parlerons également de la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes qui s'est ouverte depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Ce salon est une opportunité d'échange entre les acteurs du BTP et ceux de l'habitat. Et la présente édition se tient dans le cadre de la 38e journée mondiale de l'habitat. Les détails dans ce journal. Nous ferons également un zoom sur la fondation Ouragan Hundeladji qui continue de semer la joie dans le cœur des élèves en cette période de reprise des classes. Après le complexe scolaire primaire de Zogo, Émile Hundeladji et son équipe étaient ce lundi matin à l'école primaire publique de Djako à Cotonou pour distribuer des kits scolaires aux apprenants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Accompagné d'une délégation, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé ce lundi au lancement officiel des épreuves de l'examen du diplôme d'études agricoles tropicales session d'octobre 2023. C'était au lycée agricole Medji de Sékou dans la commune d'Alada. Ils sont 349 candidats à plancher dans 6 différentes spécialités dans ce centre. Au plan national, ils sont au total 1848 candidats inscrits pour le compte de cet examen. Nous allons suivre. 349 candidats, dont 56 femmes, planchent dans ce centre pour l'obtention du diplôme d'études agricoles tropicales. Nous sommes ici au lycée agricole Medji de Sékou à Alada qui a abrité le lancement officiel des épreuves de l'examen du DEAT session d'octobre 2023. Quelques minutes avant le coup d'envoi de l'examen, ces candidats ont eu droit à quelques mots d'encouragement du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarou Tchabi. Et cette année 2023, nous avons 349 candidats, donc répartis dans 6 spécialités. Donc la production animale, la production végétale, la technologie de transformation, la foresterie, la pêche et l'aquaculture. Et majoritairement, ils sont en production animale. Et nous avons 3 et 4 jours de composition. Et les conditions sont remplies, toutes les dispositions pratiques ont été prises, n'est-ce pas, pour que tout se déroule bien. Et tous les surveillants, tous les examinateurs, tous les jurys donc, ont été invités, donc sont contactés, des documents de travail leur sont déjà remis. Donc pour nous, tout est prêt pour que ça se passe très bien. D'après les statistiques dressées à l'occasion par le ministre, le nombre de candidats enregistrés cette année est en hausse par rapport à l'année précédente. Cependant, on note un faible effectif de la candidature féminine. C'est le lieu pour lui d'inviter les femmes à s'engager dans cette filière. J'ai vu des apprenants qui sont concentrés, j'ai vu le système d'organisation de l'examen qui est vraiment bien huilé, comme cela se passe pour les autres examens. J'ai noté que cette année, nous sommes passés à 1848 candidats, ce qui donne une progression de plus de 500, je crois exactement 511. Pour moi, c'est un bon signe par rapport donc, à tout ce que nous faisons pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, notamment pour la formation agricole. J'espère que le nombre ira croissant d'année en année. Je note par contre qu'au niveau des effectifs des filles, ce n'est pas encore ce que nous voulons. Ça fait, je crois, le quart donc, de l'effectif total. Et je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les parents à envoyer leurs filles dans les filières de l'enseignement technique et surtout de la formation agricole. Démarré ce lundi 2 octobre 2023 avec les épreuves écrites, l'examen du diplôme d'études agricoles tropicales se poursuit jusqu'au jeudi. Pour ce qui concerne la phase pratique, elle démarre mardi 3 octobre.
Installation officielle des jurys d'évaluation des candidatures de fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. La cérémonie a eu lieu ce lundi sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Eleonore Yahi Ladeka. L'installation a été faite à l'Institut des sciences biomédicales appliquées en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif. Le compte rendu. C'est parmi ces hommes et femmes que les jurys d'évaluation des candidatures du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur seront choisis. Ils ont pour tâche d'évaluer les 3453 candidats qui se sont inscrits du mardi 16 mai au vendredi 16 juin 2023. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'installation officielle des activités. Mesdames et messieurs, l'étape actuelle, celle qui nous réunit autour de l'évaluation des dossiers de candidature des postulants sur cette plateforme, a pour mission de vérifier l'existence de toutes les informations renseignées par chaque postulant sur la plateforme, vérifier la conformité des pièces demandées, faire un classement par âge des candidats, s'assurer que les spécialités des diplômes soumis sont en adéquation avec les filières de formation des universités choisies par les candidats. Classer les candidats dans les 8 domaines de RESAO et par spécialité selon les références du CAMES. Au thème de la présente étape, ainsi lancée, les 26 jurys répartis en 3 jurys par domaine et 4 par d'autres. Ils pourront proposer aux autorités de l'enseignement supérieur les hommes et femmes ayant le profil nécessaire pour répondre aux besoins dans nos universités. Je me réjouis ce matin, lundi 2 octobre, de la forte mobilisation des divers acteurs ici présents pour assurer les travaux d'évaluation des dossiers de candidature des inscrits sur la plateforme des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Ces dernières réformes, entre autres, conduisent dans le cas d'espèce à la mise en place d'une plateforme qui a permis d'enregistrer 3453 postulants au métier d'enseignant du supérieur. Ce nouvel outil permet de disposer désormais en République du Bénin d'une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires de doctorat ou d'un master de formation spécifique, qu'ils soient béninois ou non. Il faut préciser que les travaux de la présente étape durent 6 jours et les attentes de la ministre Eleonore Yahi Ladeka sont grandes. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes est ouverte depuis ce lundi matin au Palais des Congrès de Cotonou. C'est à travers une cérémonie fort simple présidée par le ministre du Cadre de Vie et des Transports. Le salon est une opportunité d'échange entre les acteurs du BTP et de l'habitat. Cette édition se tient dans le cadre de la 38e journée mondiale de l'habitat. Nous allons suivre. Merci. Le top est ainsi donné pour la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, en compagnie des préfets de l'Atlantique et du littoral, ouvre officiellement les portes du salon au public. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, c'est un dispositif d'échange, de partenariat et d'affaires entre les acteurs du BTP et de l'habitat du Bénin qu'a mis en place le promoteur du salon. Le S2I est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, à moyen et à long terme. Chers partenaires du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, les entreprises de BTP, les usines de fabrication de matériaux, les fournisseurs de matériel et équipements, les promoteurs immobiliers, les cabinets d'ingénierie et d'architecture, le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos sincères remerciements pour notre partenariat durable, un partenariat qui participe d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher pays, le Bénin.
Avec la collaboration de M. Kaindi Amadou, qui est le salon de l'immobilier, et nous avons en même temps eu un partenariat pour mettre en œuvre aussi ce village du salon de l'immobilier, qui est le côté distraction que nous voulons inviter à toute la population béninoise de venir. Le salon sera vraiment riche avec beaucoup d'artistes, beaucoup de surprises et l'animation DJ les soirs, ça va bouger. À midi, la restauration est là, vous voyez déjà, elles sont déjà en train de s'installer. On a une vingtaine de restaurations, on a nos partenaires comme Coca, One Beer, on a tous ces groupes NTM, tout le monde est là aujourd'hui. Au programme de ce rendez-vous entre les professionnels de la construction et les populations, les expositions ventes, les consultations gratuites, les conférences débats, les ateliers de formation, le concours de prestige de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours et le village du S2e. Tout est mis en place pour la promotion des matériaux, des matériels et équipements de pointe, le respect des normes de construction avec pour finalité l'amélioration du cadre de vie et le développement durable. Je ne veux plus m'appesantir sur la force en matière de création d'emplois de ce secteur. Mais je suis ici, comme je l'ai été les années auparavant, depuis 2017 que nous avons commencé l'aventure, pour soutenir ce promoteur infatigable. Je suis ici pour le remercier parce que il a écouté nos conseils, nos recommandations. Tout le monde peut aujourd'hui constater que le salon s'est beaucoup amélioré, est devenu plus agréable, j'allais dire plus efficace. Après l'ouverture du salon, le ministre et sa délégation ont visité les différents stands installés pour la circonstance. Le salon est ouvert jusqu'au lundi 9 octobre 2023. Parlons à présent du Forum international du cadre de vie qui s'est poursuivi jusqu'à ce lundi. Au nombre des activités programmées, la nuit de l'habitat qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de prix aux lauréats des différents challenges lancés à cet effet. La soirée a eu lieu ce samedi. Voici le compte rendu de Francel Amosso. Intermède est une soirée de gala. Un moment de réjouissance offert aux participants à cette édition du Forum international du cadre de vie. C'est la 3e journée depuis le début des travaux et à cette étape, il y a déjà des raisons de faire le point des efforts consentis. Et je pense que nous sommes en train de relever le défi du PAG, première édition réalisée à plus de 80%, deuxième édition qui risque de battre le record et de dépasser les 100%. Et aujourd'hui, nous sommes également sur plusieurs projets culturels, plusieurs projets touristiques pour justifier que, comme le chef d'État a dit dès 2016, la culture est l'épine dorsale du PAG et c'est le levier de notre économie désormais. Le parcours se fait avec les partenaires qui sont entre autres les institutions de financement, les entreprises, les bureaux d'études et ceux de contrôle technique. Tous ceux-ci travaillent aux côtés du gouvernement béninois pour la révolution du développement durable. Nous, au cadre de vie, nous sommes heureux d'être dans une position d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la construction et à la réalisation des grands projets. Et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement, chacun de vous individuellement, pour vos apports de qualité depuis la conception jusqu'à la réalisation en passant par le financement. La soirée de gala est marquée par une cérémonie de remise de prix aux lauréats des différents challenges organisés. Des concours hackathon de la meilleure initiative en architecture, meilleure initiative éco-citoyenne, meilleure entreprise de construction de bâtiments et le concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Les gagnants ont reçu des trophées, des médailles et des enveloppes financières. La soirée est meublée par une ambiance musicale.
Parlons médias à présent. La liberté de ton des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin. C'est la première phrase du rapport 2023 de Reporters sans frontières spécifiques au Bénin. Le document publié récemment par l'organisation non gouvernementale internationale œuvrant pour la liberté de presse pointe du doigt la viabilité des entreprises de presse. Le contexte sécuritaire au nord est également un cas des facteurs explicatifs du recul du Bénin dans le classement. Voici le commentaire de William Cliquant. 112e au plan mondial, le Bénin dispose d'un paysage médiatique diversifié, mais marqué par l'absence de grandes entreprises de presse viables selon le rapport de RSF. Après avoir situé le contexte politique, le document relève quelques raisons motivant le recul de la liberté de presse dont il fait mention. La télévision publique est contrainte de relayer la communication du régime alors que les médias proches de l'opposition sont soumis à de fortes pressions, dixit le rapport. De nombreux médias s'abstiennent de critiquer ouvertement le gouvernement afin d'éviter la fermeture par la HAC, ajoute Reporters sans frontières au titre des mobiles pouvant justifier le classement du Bénin. Les autorités influencent également le traitement de l'information au travers de contrats dits de partenariat qui permettent aux médias d'être rémunérés pour couvrir les activités du gouvernement, relève également ce document sur l'état des lieux de la liberté de presse. RSF voit aussi au Bénin des notes de cadrage indiquant aux rédactions les angles à privilégier. En dehors du contexte politique, le cadre légal avec le code du numérique et le contexte économique, marqué par l'étroitesse du marché publicitaire, sont les autres raisons évoquées dans le rapport de l'Organisation non gouvernementale internationale. Elle ajoute également le contexte sécuritaire, marqué par la dégradation de la situation au nord du Bénin avec les attaques armées qui ont lieu ces dernières années. Alors à présent, dans le département de la Donga et plus précisément à Djougou, qui a célébré ce samedi 30 septembre la fête de la Gani édition 2023. Tout a démarré par le traditionnel parcours rituel de Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis, roi de Djougou. Voici le compte rendu de ce parcours rituel qui comporte plusieurs stations. Ambiance toute particulière à la cour du palais royal de Kilir. Ce samedi 30 septembre, c'est le jour de la célébration de la Gani à Djougou, cité des Petoni, à Takora et Nyora. L'instant des préparatifs dans une discrétion totale et Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis fait son apparition en public. À 10h53, il entame le parcours rituel comme l'exige la tradition en de pareilles circonstances. Cette année, tout comme à la précédente édition, Sa Majesté exécute la procession traditionnelle à bord d'un véhicule soigneusement protégé par les chasseurs traditionnels. Cette sortie du roi prend l'allure des réjouissances populaires à travers la cité princière. Au son des tam-tams, les participants à cette fête traditionnelle, encore appelée Mauloud, manifestent leur joie et leur fierté d'appartenir à cette communauté. Au cours de ce périple sacré, les différentes familles princières et autres sont visitées par le roi. À chaque étape, tout un cérémonial est observé pour accueillir dignement l'hôte du jour. Des prières de bénédiction sont dites
et des vœux formulés à l'endroit du roi qui perpétue ainsi une tradition ancestrale. Nous sommes en train de faire le parcours rituel. Donc, la première étape, c'est le quartier Djindjiri-Beri. Avant, c'était à la place Idi. Maintenant, les offrandes qu'on faisait là-bas, on ne fait plus et c'est à la place Djindjiri-Beri. Dans toutes ces étapes, c'est la prière et la bénédiction que les alphas font à Sa Majesté Pétoni Kodassis pour lui souhaiter longue vie et qu'il fait la fête sain et sauf et que les étrangers après retournent au sein de leur famille. À la fin de chaque station, des coups de détonation sont exécutés par des chasseurs traditionnels. Partout où le cortège royal est passé, c'est l'attraction et l'admiration dans le rang des populations. Après plus de 2 heures de parcours, Sa Majesté, toujours accompagnée par la cavalerie et une foule anonyme, regagne son palais pour entamer d'autres préparatifs avant de rallier la place de la Gani pour les manifestations folkloriques. Et justement, l'acte 2 de cette célébration est marqué par les manifestations folkloriques, lesquelles manifestations ont mobilisé les populations et les garants de la tradition autour de Sa Majesté Pétoni. Nous allons à présent vivre les manifestations culturelles et cultuelles de la Gani à Djougou. Reportage. Après son parcours rituel, Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis s'est rendu sur cette légendaire place de Kilir. Fortement entouré des sages, notables et garants de la tradition de la commune de Djougou. Et d'ailleurs, Sa Majesté entend ainsi poursuivre la célébration de la fête de la Gani, une fête culturelle et identitaire qui mobilise chaque année les filles et fils de Djougou autour de la célébration de leur culture. Sa Majesté Pétoni Kodassis est heureux de vous recevoir à cette occasion pour fêter ensemble avec lui la fête de la Gani. La Gani pour nous est un événement culturel qui réussit chaque année à réunir les filles et les fils de Djougou et d'ailleurs. Très attaché aux valeurs culturelles de sa commune, l'honorable Abdoul Malik a porté la voix des autres députés de la 13e circonscription électorale. Que dire si ce n'est témoigner la reconnaissance de toute la population ici présente à Madame la vice-présidente qui a accepté de venir jusqu'à Djougou commémorer avec les populations de Djougou cette fête culturelle. Madame la vice-présidente, vous êtes venue, vous avez touché la réalité du doigt, comme on le dit. J'espère que vous serez les porte-parole des populations de Djougou pour que l'État béninois puisse mieux nous aider à faire de cette esplanade de la Gani de Djougou quelque chose de mieux potable et qui puisse être digne d'accueillir des personnalités comme vous. Je ne doute pas qu'une fois que vous serez retourné à Cotonou, vous transmettrez le plaidoyer de Sa Majesté et des fils de Djougou pour que le gouvernement pense à faire de notre arène quelque chose d'acceptable. Moment de retrouvailles et de brassage entre les différentes communautés. Cette fête est aussi une occasion privilégiée pour révéler au Bénin et au monde les riches potentialités culturelles dont regorge Djougou. C'est un rendez-vous annuel auquel nous sommes particulièrement attachés. Ah, quel beau patrimoine culturel! Regardez un peu autour de vous. Vous verrez la manifestation de l'art, de la culture. Ce grand rassemblement témoigne combien les fils et les filles de Djougou sont attachés à la ville et à sa culture. J'aimerais de ce fait féliciter Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, qui a su faire de la Gani
une véritable réussite. La vice-présidente de la République est l'invitée spéciale du roi de Djougou. Après avoir assisté aux différentes démonstrations des différents groupes culturels, Mariam Talata Zimé a salué l'engagement du roi qui œuvre pour la préservation et la valorisation de la culture Yom. C'est le lieu pour moi de remercier Sa Majesté Pétoni Koda VI pour l'organisation de cette Gani et pour la promotion de la culture du peuple Yom. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le message du député, représentant des autres députés de la 13e circonscription, relative à ce lieu de culture, relative plutôt à l'aménagement de cet espace. Je crois que j'ai bien entendu son message et que je le porterai à qui de droit. Djougou, en effet, mérite mieux. La fin de cette célébration est marquée par l'allégeance faite au roi. Parlons à présent de la fondation Ouragan Rouneladji qui continue de semer de la joie dans le cœur des élèves en cette période de reprise des classes. Après le complexe scolaire primaire de Zobou, Émile Rouneladji et son équipe sont descendus ce lundi matin à l'école primaire publique de Diako à Cotonou. Objectif, distribuer aux apprenants des kits scolaires. Voici le reportage de Hugues Vingbe présenté par Florence Possa. Conformément à la tradition scolaire du lundi matin, la journée démarre ici par la cérémonie des couleurs. Attention pour la montée des couleurs. Après une exécution complète de l'hymne national, la directrice de l'école primaire publique de Jaco s'adresse à ses élèves afin de leur révéler ce qui se prépare sous leurs yeux. Nous sommes avec les parents. Et nous sommes avec une fondation qu'on a appelée Ouragan. Donc c'est eux qui sont venus vers vous ce matin, les bras chargés de cadeaux. Pour le président de la fondation Ouragan, Rouneladji, l'action de ce jour vise à soutenir les parents d'élèves dont les moyens sont limités. Face à la morosité économique ambiante, de laquelle découle la cherté de la vie, qui frappe beaucoup plus les personnes vulnérables et notamment les parents à faible revenu. Ouragan Fondation Rouneladji, après réflexion, pense que nous devons faire preuve d'une solidarité agissante envers les personnes démunies. À travers la voix de l'une de leurs camarades, les élèves de l'école primaire publique de Jaco ont exprimé à leurs donateurs leur gratitude. Mes camarades écoliers de l'école primaire publique Jaco, ainsi que notre directrice, nos enseignants et surtout nos parents, n'oublierons jamais notre geste si important d'amour et de la solidarité. L'occasion a été saisie par le président de l'association des parents d'élèves pour formuler aux autorités quelques doléances. Ils viennent voler les enfants. Donc nous voulons déplacer le hangar des vendeuses là et l'amener derrière. Donc pour le moment c'est ce que nous avons. Et après ça il y a aussi les WC là. Il y en a qui sont délabrés et nous voulons refaire ça un tout petit peu. Au total, 17 établissements scolaires sont pris en compte sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de ce tour de distribution de kits scolaires par la Fondation Ouragan Rouneladji. 1, 2, 3.
Dans le même registre, le gouvernement, à travers sa direction départementale OME des affaires sociales, vole au secours des apprenants issus des milieux défavorisés. Pour leur permettre de bien démarrer la rentrée, il a été offert à ces apprenants des fournitures scolaires, à savoir des sacs, des cahiers et des tenues kaki. La remise officielle des kits a été faite par Solange Ojo, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME. Nous allons suivre. Un important lot de kits scolaires gratuitement offert aux écoliers et élèves en situation difficile identifiés dans la zone de compétence des centres de promotion sociale d'Agbokou, de Wando et de Djekankwevi dans la ville de Porto Novo. Ce geste d'amour est l'un des aboutissements du programme dénommé Éducation pour tous, concordé et mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon dans l'objectif d'aider les familles à mieux faire face aux charges liées à la rentrée scolaire. Ce geste contribuera à coup sûr à garantir aux enfants bénéficiaires une année scolaire exempte de perturbations liées à la non-disponibilité des fournitures scolaires et de parvenir à une année scolaire réussie. Cet idéal ne saurait être atteint, bien évidemment, sans l'accompagnement de vous, parents et tuteurs, que j'invite à plus de responsabilité dans l'accomplissement de la mission qui est la vôtre. À vous, chers récipiendaires, chers enfants, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et je voudrais croire que vous mesurez la portée de la grande chance qui vous est offerte. Vous devenez, à partir de cet instant, des citoyens qui sont suivis désormais par les centres de promotion sociale, suivis par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, suivi par le gouvernement, d'accord, de son Excellence Patrice Talon. Vous êtes appelés désormais à être plus assidus pour encore avoir la chance de bénéficier d'autres appuis du ministère des Affaires sociales et du gouvernement. En plus de Porto Novo, d'autres écoliers et élèves du département de Lemé ont été impartés, soit un total de 220. Je suis content de revenir ici pour voir. Et on a partagé des fournitures ici. Je suis très heureuse. Ces fournitures me permettent de bien travailler à l'école et je réussirai au CEP. Je dis merci à la directrice départementale, au ministère et au gouvernement. Grâce à ce geste du gouvernement, ces enfants issus des familles à faible revenu connaîtront un déroulement apaisé de l'année scolaire. Plusieurs acteurs clés, notamment les organisations de la société civile, qui s'engagent à réduire les décès maternels dus aux avortements clandestins au Bénin. Ils l'ont prouvé ce samedi à la célébration de la Journée internationale de l'avortement sécurisé tenue à Cotonou. C'est le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin qui a organisé, comme à son habitude, la commémoration de cette 4e édition. Les parties prenantes au projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé étaient également de la partie. Nous allons suivre. Plus d'un siècle déjà que la Journée internationale de l'avortement sécurisé est célébrée dans le monde. Au Bénin, c'est depuis 2020 que le Collège national des gynécologues obstétriciens commémore cette date pour limiter les dégâts en termes de mortalité maternelle dus aux avortements clandestins. L'édition de cette année a pour thème réduire les inégalités et fournir des renseignements fiables pour l'accès aux services de soins de santé de la reproduction, y compris l'avortement sécurisé. Cette édition appelle à réfléchir à l'amélioration de l'accès de toutes les adolescentes, jeunes, des femmes, filles, aux services sécurisés de DSSR. Notre pays, le Bénin, continue d'être confronté au problème d'avortement clandestin qui constitue la 3e cause de décès maternel dans notre pays. Et ça, c'est la 5e enquête démographique de santé de 2018 qui l'a dit. En tant que tel, si nous pensons être au rendez-vous des Nations Unies d'ici l'agenda 2030, en ramenant le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 décès de femmes sur 100 000 naissances vivantes, nous devons agir sur la 3e cause qui tue les femmes, qu'est l'avortement clandestin. C'est ainsi que, à la faveur de la volonté politique, après le plaidoyer des OSC,
Nous avons une loi beaucoup plus favorable aujourd'hui pour permettre aux femmes et filles d'accéder à leurs droits en santé sexuelle et reproductive. La célébration de cette édition a réuni les parties prenantes au projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé dans le but de susciter un réel engagement dans cette lutte. Chose effective, les acteurs clés se sont résolus à travailler pour une meilleure compréhension de la législation relative à la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Les organisations de la société civile sont donc mobilisées à expliquer aux populations que, loin de promouvoir l'avortement, la loi sur les interruptions volontaires de grossesse sauve des vies. Ce que nous on a pris comme engagement aujourd'hui, c'est de faire notre maximum pour lever les barrières à l'accès à l'avortement sécurisé et en particulier en informant correctement les filles, les femmes, sur leurs droits et le personnel de santé sur le cadre législatif existant et ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire. Il suffira de leur expliquer, le bien fondé de cette loi qui a été votée, qui en fait vise la promotion des droits à la santé sexuelle et de la reproduction des femmes et des filles et par ricochet le bien-être de la famille et de toute la communauté. C'est vrai, ils ont raison de réagir vivement contre la loi, mais il suffit de leur expliquer. Je crois que ce travail a déjà commencé. Panel de discussion, déclarations écrites et représentations artistiques ont meublé cette 4e célébration de la Journée internationale de l'avortement sécurisé au Bénin. Prévu normalement pour être célébré depuis 2020 et reporté pour raison de Covid-19, c'est finalement ce samedi 30 septembre 2023 que les frères de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu ont commémoré le 50e de création de l'hôpital de Tanguieta. Une célébration qui a connu la présence des personnalités religieuses, politico-administratives et surtout la grande famille des malades et des populations de l'Atakora. À l'occasion, le nouveau bâtiment qui abritera désormais le service des urgences dans cet hôpital de référence a été inauguré. C'est un reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Une célébration eucharistique empreinte de solennité pour commémorer le 50e en différé de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. Oui, c'est un jubilé en différé, mais qui reste intact. Célébrer le jubilé de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est célébrer bien sûr la présence des frères de Saint-Jean-de-Dieu dans cette maison depuis 50 ans. Cette célébration est avant tout une action de grâce au Père Tout-Puissant qui a permis à cette œuvre missionnaire de faire un chemin de vie riche et humanisante. C'est donc depuis 1970 que cet hôpital accueille des malades de tout genre avec pour vocation de les servir sans distinction de religion, de race et de nation, en collaboration avec les sœurs théatines de l'Immaculée Conception. 50 ans de joie, mais aussi de peine. En 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de malades ont été soignés. Beaucoup d'enfants sont nés ici dans cet hôpital, dans cette maison de Dieu. Il y a aussi des moments durs et difficiles que l'hôpital a traversés. Mais nous sommes néanmoins ici aujourd'hui pour célébrer 50 ans de présence, parce que l'ordre a toujours voulu servir et accompagner ce peuple, même dans les moments les plus difficiles. À ce jubilé d'or, évêques, prêtres, frères et sœurs religieux, acteurs politiques et la grande famille des malades nationaux et internationaux qui ne manquent pas de gratitude envers cet hôpital de grande référence. Nos vives félicitations pour l'œuvre qui se déploie dans cet hôpital, qui est comme le fleuron de tous les hôpitaux d'obédience chrétienne catholique. Nous en sommes vraiment fiers et nous souhaiterions que cette fierté puisse perdurer, non pas par des renommées, mais par les faits. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta est une chance pour le Bénin. Et le gouvernement, comme il le fait déjà, continuera à lui apporter son soutien sous diverses formes.
évoqué l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, c'est penser au frère Dr Florent Priuli, vieillissant, mais qui se souvient du drame de Porga. Le drame de Porga a été celui qui a déclenché la confiance à notre hôpital, qui nous a permis, sur 124 brûlés, d'en sauver 24. 24 dont certains ont fait 1 an d'hôpital et plusieurs dizaines de séances au bloc opératoire. Plusieurs années sont passées et l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta continue de faire parler de lui dans le monde entier. À la célébration de ce jubilé d'or, une levée de fonds a été lancée pour l'achat de quelques lits et matelas. À l'occasion, un nouveau service des urgences a été inauguré. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.